Aujourd'hui dans Mythbusters, C'était génial! Adam et Jamie préparent une pluie Balle chaude. de balles. Ça sent la science. En entreposant des armes à feu et des munitions dans son four, ou en jetant des cartouches dans un feu de camp, Voilà ce que je fais le week-end. est-ce qu'on obtient un déluge de plomb? C'était sympa. Ensuite, Carrie, Tori et Grant Vous voulez vous battre? prennent le taureau par les cornes. Ils testent la sagesse populaire, affirmant que les taureaux foncent sur les draps rouges. En anglais, on dit « comme un taureau dans un magasin de porcelaine ». Qu'en est-il? C'est ridicule. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis à bloc. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est horrible. À leur côté, Grant Imahara, Ça fait pas couillon du tout. Tori Bellecci Et je tape, et je tape. et Gary Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Voici un mythe aux petits oignons. En tant qu'armurier officiel des Mythbusters, où est-ce que tu ranges les flingues et les munitions? C'est soigneusement rangé dans une armoire à fusil, en sécurité. Très bonne réponse. Maintenant, imagine la situation suivante. Un couple part en vacances pendant l'été. Ils veulent entreposer leurs armes à feu et leurs munitions là où personne n'irait les voler. Mais n'ont pas d'armoire à fusil qui ferme à clé. Tout d'un coup, le mari, selon lui, a un éclair de génie et pense à un endroit où personne n'aura l'idée de chercher un flingue. Le four. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va dégénérer. Tu as une bonne intuition. Ils reviennent de vacances après un long trajet. La femme veut préparer un rôti, préchauffe le four et... Du popcorn au métal. Exactement, ce soir-là, ils font un repas très équilibré à base de plomb. Incroyable, mais vrai. Il est avéré que plusieurs propriétaires d'armes à feu désinvoltes ont rangé leurs munitions dans leur four. Cela dit, les balles risquent-elles réellement d'exploser si on les porte à des températures de cuisson ordinaires? Si c'est le cas, pourrait-elle être projetée hors du four et tuer quelqu'un? Pour la première partie du plan, Adam et Jamie font leur marché de pièces détachées et se rendent sur le champ de tir pour voir comment les portes de four résistent aux balles. Sous le contrôle de John Stankiewicz, un adulte responsable, nos affreux Jojo vont s'attaquer aux portes en acier et en verre avec un arsenal varié. Voilà un autre Grant. Matza. Puisqu'il faut déterminer si un tir capable de percer une porte peut causer des dégâts mortels, Grant va jouer le rôle de cuisinier insouciant. Jamie se prépare pour le premier test avec la plus petite arme à sa disposition. Je tire. Même la cartouche de pistolet calibre 22 pénètre facilement la double couche de verre renforcé. Et la tête de Grant. Ça fait presque 8 cm de pénétration, soit 2 vitres en verre. Ça peut tuer quelqu'un. Pas de doute possible. Même une balle de très petit calibre peut donc transpercer une vitre et tuer quelqu'un. Mais s'il s'agit d'acier, le buste balistique de Grant pousse un soupir de soulagement. La balle n'a pas réussi à passer. On est à peu près protégé des balles de calibre 22 par son four. Maintenant, passons au calibre 44. Voici l'inspecteur Adam et son magnum. Cette fois, le cadre en métal n'offre aucune protection. Et Grant n'a pas de chance. Adam et Jamie ont leur point de référence, le pire scénario possible. Grant veut savoir ce qu'on va faire ensuite. On passe au fusil. Aucun article déniché par les documentalistes de l'émission ne fait état d'incident avec un fusil. Mais quand les Mythbusters font quelque chose, c'est à fond ou pas du tout. Voilà le scénario, Jamie. Cette porte de four s'est enfuie avec ta femme. Toi, tu es bien décidé à te venger. Alors lâche-toi. Réfléchissez bien avant de vous enfuir avec Madame Heineman. Je crois que ça suffit. Voyons les résultats.
La porte de four ne protège pas contre la plupart des armes à feu susceptibles d'être stockées là-dedans. Il y a peut-être bien du vrai dans Smith. Il n'y a qu'avec le plus petit calibre qu'on ne risque rien. Et encore, si la porte n'est pas en verre. Vous allez me dire que les tests qu'on a faits semblent un peu gratuits. En fait, on essayait d'avoir de bonnes valeurs de référence. On voulait savoir ce que ces balles font aux portes de four, en verre comme en métal, dans les pires conditions envisageables. Dans tous les cas, on risque fort d'y perdre la vie. Cela nous donne une bonne base pour les expériences suivantes. Maintenant, on va faire cuire des balles et faire du popcorn qui tue. C'est une histoire qui fait voir rouge aux Mythbusters. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, j'avais entendu, mais pourquoi vous dites ça? On se lance dans le rodéo. Cool! On teste quel mythe? Les taureaux voient rouge. La couleur rouge met les taureaux en colère et ils se mettent à charger. J'ai toujours voulu tester ça. Il est des nôtres. C'est bien connu, les morceaux de tissu rouge sont censés mettre les taureaux en rogne. Dès qu'ils en voient un, ils chargent. Cette légende est-elle vraie? Comment va-t-on tester ce mythe? Un taureau, ça peut faire dans les 700 kilos. En plus d'être dangereux, ils sont très imprévisibles. C'est simple, je vais mettre une combinaison rouge et me placer au milieu de l'arène. On va lâcher les taureaux et voir s'ils me foncent dessus. Mollo, mon petit gars. Avant de te mettre à courir dans tous les sens habillé en rouge, je vais aller faire un petit tour au rodéo avec Grant pour savoir ce que tu risques. On est mieux placé que toi pour décider de ta sécurité. Bien dit. Avant de se transformer en appât pour taureau, Tori doit attendre que Carrie et Grant reviennent du rodéo. Là-bas, les taureaux sont traités comme des rois et les clowns prennent des risques pour le spectacle. Vous êtes clown de rodéo au Grand National Rodeo? Tout à fait. Ça consiste en quoi? Quand un cow-boy tombe d'un taureau, on vient s'interposer entre la bête et le cow-boy pour essayer de l'éloigner. Il faut avoir un excellent timing. Quand le cow-boy est au point de non-retour, on intervient et on éloigne le taureau de lui. C'est un métier dangereux? Oui, très dangereux. J'ai eu le pancréas lacéré, j'ai eu le bras transpercé par une corne de taureau. Un taureau m'a pris par surprise et m'a frappé sur le flanc. Il m'a cassé le fémur à 4 endroits différents. Quelle horreur! J'ai un peu peur pour Tori. Qu'est-ce qu'un de ces taureaux peut faire à un type comme lui? Il peut projeter un cow-boy à 9 mètres de hauteur. Ces bêtes ont une force prodigieuse. Elles pèsent plus de 800 kilos de force pure. C'est pas joli à voir. Tu ne rentreras pas dans l'arène tant qu'on ne sera pas sûr que les taureaux ne te fonceront pas dessus. Comment on va tester ce mythe alors? Il porte sur la couleur. On va d'abord isoler la couleur rouge et voir si c'est ça qui les fait charger. On va suspendre des draps de plusieurs couleurs et voir si les taureaux foncent à chaque fois sur le rouge. Parfait. On devrait aussi tester leur réaction à la présence humaine et au mouvement. Les matadors se déplacent tout le temps dans l'arène. On va construire des matadors automatisés. Les Mythbusters commencent par construire 3 matadors artisanaux, chacun capable d'agiter un tissu d'une couleur distincte. Ça les démange littéralement de commencer. Merci. Attends, ça me démange aussi un peu plus bas. Tu peux m'aider? J'y arrive pas. J'ai vachement hâte d'aller affronter un taureau dans l'arène. Vu que c'est très dangereux, je ne sais pas si les autres ont hâte. Grâce à ces moules, on va fabriquer des mannequins en mousse. On a déjà un moulage de la tête de Grant. Il faut en faire un de celle de Carrie et un de la mienne. Ensuite, on va placer nos têtes sur les mannequins pour qu'ils morflent à notre place. C'est toujours sympa d'assister à la fabrication de moulages de visage, mais on a déjà vu cette scène. Passons au face-à-face entre les masques. C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tori? On va souder ça ensemble. Ensuite, je vais peut-être faire un truc dangereux. Ça a l'air trop bien! À présent, il faut fixer les têtes sur les corps. Carrie a demandé à ce qu'ils soient en mousse pour que les taureaux ne se blessent pas en chargeant. Génial! En voilà un. Plus que 2. Tori complète le trio en mousse. La situation devient un peu étrange. Les gens l'ignorent. Mais en se débarrassant de la tête, on rend le corps méconnaissable.
N'oubliez pas, il faut aussi se débarrasser des pieds et des mains. Fais gaffe à ta partenaire. Avant que Tori ne fasse davantage de dégâts, le docteur Grantenstein ramène les 3 toreros en mousse à la vie grâce à une perceuse bien placée et à quelques gonds. On va accrocher un drap de couleur à ce rail. Ici, il y a une perceuse avec une petite manivelle. Quand je la mettrai en marche, cela déplacera le drap d'un côté à l'autre, comme ceci. Ça devrait exciter le taureau. La touche finale, les bouts de tissu colorés. C'est comme ça que les gens fainéants cousent. Évidemment, on va tester le rouge parce que c'est au centre du mythe. Est-ce qu'il me ressemble maintenant? On prend aussi du blanc. C'est très différent du rouge. C'est même le parfait opposé. C'est super. Et enfin, on prend du bleu. Si on avait une image en noir et blanc, ces 2 couleurs se ressembleraient beaucoup. Les matadors sont en costume de test. Magnifique. Car ils ont la force en elles. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Il est temps de se rendre au ranch. Adam et Jamie essaient de savoir à quel point l'idée de stocker des munitions dans son four est mauvaise. Je crois que ça suffit. En fait, on risque d'en mourir. Le point de départ de leur enquête est un incident au cours duquel, apparemment, un couple a dû s'abriter parce que les balles fusaient dans la cuisine. Ce n'est plus un simple four retapé. C'est un appareil expérimental. On l'a peint en blanc pour que notre caméra grande vitesse puisse filmer clairement ce qui se passe. On a posé plusieurs feuilles de verre trempées pour protéger la caméra. On va placer une balle, injecter du gaz pour la faire chauffer et contempler la science en action. Puisque le menu est constitué de balles cuites et de pistolets grillés, les Mythbusters observeront l'expérience depuis l'extérieur du bunker. Nous voulons répondre à 3 questions avec ce test. Premièrement, est-ce que les balles vont exploser dans le four? Je pense que la réponse est oui. Deuxièmement, est-ce que les balles vont sortir du four? Et troisièmement, si c'est le cas, peuvent-elles tuer quelqu'un? Dans les tests qu'on a faits sur le champ de tir, on a calibré des matériaux balistiques comme le bois pour isolation acoustique et le contreplaqué. On sait ce que représente un tir mortel. Si une balle est projetée hors du four, elle atterrira dans ce réceptacle construit pour. Pendant que Adam branche une sonde thermique télécommandée, Jamie bidouille le four pour qu'il chauffe très rapidement. Ça m'a l'air bien. Balle chaude. D'abord, on teste une balle de calibre 22 placée sur la grille du four en face de la porte. On augmente ensuite le thermostat. Parfait, on ne change rien. Les caméras tournent, on peut y aller. 260. Mon four ne chauffe jamais aussi rapidement. À un peu plus de 260 degrés Celsius, le dîner est servi. Et voilà. Que s'est-il passé? Ça sent la science. La caméra montre que la vitre du four est restée intacte. Une fois la fumée dissipée, Adam et Jamie entrent pour mener leur enquête. T'as bien tourné la balle vers la vitre. Pourtant, le seul coup que je vois, c'est à l'arrière du four. Ça voudrait dire que ça a été fait par l'enveloppe de la balle. Il y en a une juste en dessous. Oui. L'enveloppe de la balle a fait plus de dégâts que la balle elle-même, qui a rebondi contre le verre. Lorsqu'on fait cuire une cartouche plutôt que de la tirer, la poudre projette son enveloppe, mais pas la balle, plus lourde. Pour le test suivant, on passe à la cartouche de calibre 44. Cette fois-ci, elle est placée vers le fond du four. Adam, notre cuistot, nous explique sa recette. Actuellement, nous attendons que la température monte. Pour ma plus grande création, le soufflet de calibre 44. 244 degrés. C'est bon. Et voilà. Le verre est intact. Rien de cassé? Comme avec le calibre 22, les éclats du calibre 44 n'ont pas transpercé le four. On sort le grand jeu avec un monstre de calibre 50. On va comparer un peu.
Voilà un calibre 44. Voilà un calibre 22. S'il y a une cartouche susceptible de bousiller ce four, c'est bien celle-là. 10 minutes plus tard, on constate que Adam avait vu juste. C'est l'explosion que je voulais. Le ralenti montre une détonation plus énergique que dans les tests précédents. Le verre est cassé. On a du verre cassé. Cassé, mais pas transpercé. Seule la couche intérieure de cette porte à double vitrage a volé en éclats. C'était assez violent, mais c'est confiné à l'intérieur du four. Même la cartouche de calibre 50 n'a pas réussi à transpercer la paroi du four. C'est sûrement très flippant, mais on ne risque pas d'en mourir. Ces tests sont très satisfaisants. On a prouvé qu'un four chauffé à des températures normales est assez chaud pour faire exploser des balles. On a aussi montré que ces balles ne sont pas dangereuses pour les hommes, tant que la porte du four est fermée. Aucune des balles qui ont explosé dans ce four n'a réussi à en sortir. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Si je place un pistolet chargé dans le four, la balle risque-t-elle d'exploser et de causer de gros dégâts? Dans cette version du mythe, le cuisinier peut inspirer à non seulement placer des munitions dans son four, mais également des armes. C'est le pire scénario possible. Un revolver de calibre 44 pointé vers la vitre. Balles chaudes! Demandez vos balles chaudes! Le coup est parti. Je pense que t'as raison. J'ai entendu un bruit de verre. Les images sont effrayantes. La balle est sortie du canon à une vitesse redoutable, faisant éclater la vitre avant de pénétrer le réceptacle en bois. C'est un résultat parfait, parce qu'on vient de montrer que c'était bidon avec les munitions seules. Aucun des 3 modèles de balles n'est sorti du four avec une force qu'on pourrait qualifier de dangereuse. Cependant, si on place une balle dans une arme à feu, le danger devient mortel. Vous vous demandez peut-être pourquoi une balle est moins dangereuse quand elle détonne à l'extérieur d'une arme à feu qu'à l'intérieur. C'est très simple. Quand elle est à l'extérieur, elle explose un peu comme un pétard dans toutes les directions. Quand elle est dans une arme à feu, toute l'énergie est concentrée derrière le projectile. C'est très directionnel, et c'est pour ça qu'on peut tuer quelqu'un avec. Ça fait un mort. Oui. Si on place une arme à feu chargée dans un four, on risque fort de se prendre une balle. Et on peut en mourir du coup. Un pistolet chargé dans un four, ça peut tuer. Pour moi, ce mythe est confirmé. C'est confirmé. Cette mauvaise idée est confirmée. Les Mythbusters foncent sur les mythes liés à des proverbes, comme les taureaux quand ils voient du rouge. Ils en ont déjà testé un certain nombre. Ils se sont servis de la technologie moderne pour trouver des aiguilles dans des boîtes de foin. On a trouvé les 4 aiguilles. Ils ont appris de nouveaux tours. Stop! À des chiens, comme on dit en anglais. Ce mythe est bidon. Mais il était très affectueux. On en est où alors avec ce mythe? Les toréadors mécanisés sont prêts. On a habillé celui de Carrie en rouge. On va voir si ça les rend fous. Je suis sûr que oui. Très bien, j'ai déniché des taureaux. Un des amis de Rodney, le clown de rodéo, a pas mal de bêtes bien furax. Génial. À l'assaut. Sois pas trop vache. Les 3 amigos ont des taureaux et un objectif, un ranch local. Les matadors sont prêts à entrer en action, Flippant, non? mais il faut trouver un plan. En principe, cette série de tests va permettre de déterminer si un taureau charge à la vue d'un bout de tissu rouge. Sinon, qu'est-ce qui l'énerve? Les Mythbusters vont faire des tests avec des tissus immobiles, puis en mouvement, avant d'essayer avec les matadors de leur crue. Mais chaque chose en son temps. D'abord le test avec un seul drap rouge. On va tendre une corde à linge d'un côté à l'autre de l'arène et accrocher un drap. On verra si le taureau charge quand le drap est immobile. Pendant ce temps, je vais me renseigner sur les taureaux auprès de leurs propriétaires. Est-ce qu'ils ont des personnalités différentes? Oui, bien sûr. Ils sont comme les humains. Regardez bien les taureaux. Certains sont paisibles, certains sont agressifs, certains ont la bougeotte. Heureusement qu'il n'y avait pas de fourche là-dedans. Certains sont très fainéants. Il y a de tout. Vous voulez vous battre? On a des chances qu'ils chargent? Ne t'inquiète pas, ils chargeront.
C'est dans leur nature. Ils ont l'air prêts, plus que prêts. On va les faire sortir de là et commencer les tests. Premier test, un seul drap rouge, immobile. Faites sortir le taureau. Il est tout fou. Il a failli bousiller la caméra. Il a foncé dessus. Comme dans le mythe, le taureau n'apprécie pas tellement le tissu rouge. On devrait essayer avec le bleu et voir s'il a la même réaction. D'accord, on change. Le taureau a foncé sur le drap rouge, mais il n'y avait rien d'autre dans l'arène. Pour s'assurer que c'est la couleur qui a attiré l'animal, on a placé un drap bleu et on refait le test avec un autre taureau. Il a foncé sur le bleu. Je ne suis pas convaincu, sauf s'il charge à nouveau. Il charge. J'adore. Alors, t'es convaincu? Il a chargé sur le drap bleu. Oui, clairement. Moi, ça me suffit pas. Essayons le blanc. Ils obtiennent le même résultat avec le drap blanc. T'as ta réponse. Très bien. Les taureaux réagissent violemment à la vue de n'importe quel morceau de tissu flottant au vent. Ce mythe est donc déjà mal parti. Cette tendance se confirme avec le test suivant où la bête peut choisir. Rouge, blanc, bleu. Parfait. Tous les trois. Ce grand chelem signifie une chose, les taureaux se fichent de la couleur. Si cela n'a pas d'importance pour eux, qu'est-ce qui les excite? Pour l'expérience suivante, les Mythbusters essaient de voir si les taureaux sont excités à la vue d'un drap en mouvement, mais pas forcément rouge. Grant déplace le bleu. Ils foncent sur le bleu. Les résultats sont assez visibles. Bouge, bouge. Regardez ça. Je suis convaincu à 100%. C'est le mouvement qui provoque une réaction violente chez les taureaux, et non pas la couleur rouge. Ce mythe a l'air bien bidon. Les Mythbusters se retrouvent sur la paille. Ça, c'est une baleine. Carrie, Tori et Grant essaient de voir si le rouge excite réellement les taureaux. Jusqu'ici, on a pris des draps de couleurs différentes. Rouge, blanc, bleu. Et on les a comparés à des draps immobiles. On dirait que les taureaux sont plus sensibles au mouvement qu'à la couleur. Maintenant, on va ajouter l'élément humain. Nos trois mannequins alignés vont agiter leurs draps et on va voir vers lequel le taureau fonce. Il charge sur le blanc. C'est assez probant. Le taureau est allé directement vers le mannequin blanc et la doublure de Grant a besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire. Ne me lâche pas maintenant! Arrête de jouer avec toi-même. Il reste deux mannequins debout. Pour la dernière confrontation, les Mythbusters placent la barre plus haut. Apparemment, ils ont un taureau de combat mexicain. Ce sont des bêtes entraînées seulement pour le combat. Ils foncent sur la caméra. Il a dégommé la caméra. Il n'y a pas d'autre mot. La caméra est foutue. Après avoir ignoré Carrie, le taureau fait sa fête à Tori. Il vient de te dépasser. C'est trop cool. Le seul mannequin intact, c'est celui de Carrie, le rouge. Soyons clairs, la couleur n'a aucune importance. Les taureaux sont là pour attaquer, point. Après cette batterie de tests, Grant et Carrie font le point sur la situation avec Janet Andrews, une experte en taureaux. Jusqu'ici, nos résultats montrent que la couleur rouge n'a rien de spécial. Les taureaux vont vers un objet en mouvement plutôt qu'un objet rouge. Comment ça se fait? Ils sont daltoniens? Beaucoup de gens le pensent, mais c'est faux. Ces 10 dernières années, les chercheurs se sont penchés sur les bêtes à sabots et se sont aperçus qu'elles étaient dichromates. Elles peuvent voir deux grands types de couleurs. Nous, les humains, nous sommes trichromates. Nous pouvons voir l'arc-en-ciel et toutes les couleurs entrent. La perception de la couleur est un champ d'études complexe. Grosso modo, l'œil humain a 3 types de cônes rétiniens qui distinguent la couleur, alors que les bovins en ont seulement 2. Du coup, bien qu'ils puissent percevoir les rouges et les bleus, ils voient sûrement le monde avec une palette de couleurs sourde. Comme ceci.
Donc, les taureaux voient le rouge, mais il n'y a aucune preuve scientifique que cette couleur les énerve plus qu'une autre. Exactement. Ça n'est pas prouvé scientifiquement. Cela enterre définitivement le mythe des taureaux énervés par le rouge. À force de risquer sa vie pour la science, Tori risque d'ailleurs de le rejoindre dans la tombe. Stressé? Plutôt oui. C'est notre dernier test pour ce mythe. Tori a enfilé une combinaison rouge et va se placer au milieu de l'arène, complètement immobile. 2 toreros professionnels vont tourner en cercle autour de lui pour attirer les taureaux. On pense que c'est le mouvement qui les excite plutôt que la couleur rouge. Si les taureaux attaquent les cow-boys, mais pas Tori, on aura vraiment prouvé quelque chose à propos de ce mythe. Perso, je suis très inquiète. Je commence à trouver que c'est une mauvaise idée. Prêt, Tori? Je sais pas. Oui, sans doute. Allons-y! Lâchez le taureau! C'est l'heure de vérité. Courez en cercle! C'est un bon début. Jusque-là, le taureau n'a dirigé sa colère que contre les cow-boys en mouvement. Revenez de ce côté! Vers nous! Tout d'un coup, puisque les cow-boys ne sont plus en position, Tori se retrouve à découvert. Qui va survivre? Le mythe ou Tori? Faites attention, il est du côté de Tori. Il voit Tori. Bougez! Bougez! Oh, c'est pas vrai! Bien joué, les gars! Il me regardait. J'ai vu. Tori, le torero, a survécu. On fait sortir le taureau et toute l'équipe pousse un soupir de soulagement. Je crois que c'est bon. On vient de finir l'expérience. On a obtenu un résultat parfait. Premièrement, je suis indemne. Et deuxièmement, son regard m'a croisé, mais il a poursuivi les cow-boys. On remet ça? Non. Non. Franchement, c'était très marrant. Et on a démontré quelque chose en plus. Oui, ce n'est pas la couleur rouge qui rend fou les taureaux. Ils ne sont pas du tout sensibles à la couleur. Ils se dirigeaient vers la personne qui bougeait le plus. Heureusement pour moi, ce mythe est bidon. Bidon. Heureusement pour toi. Ce mythe est bidon. Adam et Jamie ont confirmé qu'un flingue dans un four, c'est la recette assurée pour une catastrophe. Ça fait un mort. Ça ne s'arrête pas là. Les Mythbusters vont attiser le feu de ce mythe et tester les balles dans un feu de camp. On a vu ce qui se passe quand on met des balles chaudes dans un four. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce qui arrive quand elles sont à l'air libre, quand les gens en jettent dans un feu de camp. On teste ça? Ça marche. Balle chaude, deuxième prise. Cette fois-ci, il n'y aura pas de porte de four. Adam et Jamie testent une blague de feu de camp qui peut avoir des conséquences désastreuses. C'est plutôt dangereux de jeter des munitions dans un feu. On va donc faire ça à distance. J'ai envie d'utiliser un petit robot télécommandé de ma fabrication. Je vais lui ajouter une pièce permettant de déposer ou de lancer des objets dans le feu à distance. Pendant ce temps, Adam construit un tipi balistique. C'est un système pour déterminer la violence des dégâts de balles jetées dans un feu de camp. J'aimerais bien utiliser du gel balistique près du feu, mais comme c'est réactif à la chaleur, ça fondrait. Du coup, j'ai pensé à combiner du bois d'isolation acoustique et du bois normal. Je vais en placer 12, comme ça, autour de ce cadre métal, placé au-dessus du feu. Ça ne s'enflammera pas pour autant, mais si les balles peuvent tuer quelqu'un en explosant, on le constatera en voyant les marques sur ces triangles. Une fois encore, nous retournons au champ de tir pour retrouver J.D. Nelson, expert en munitions attitré et Mythbuster honoraire. Notre plan est très simple. Le robot sera placé près de notre coin protégé. On allumera un feu plus loin. On placera des balles dans la pelle du robot qui ira les jeter dans le feu. Après, on verra ce qui se passe. Sparky le robot emporte sa redoutable cargaison. C'est un mélange de balles de calibre 50, 44 et 22. Ce qui est dangereux dans ce mythe, c'est que les balles peuvent tuer des gens. On va voir si c'est le cas quand il n'y a pas de flingue et que c'est un feu qui les fait partir. C'est parti! Voilà Sparky!
Le feu est à plus de 530 degrés. La réaction devrait donc être instantanée. Personne n'a d'objection, j'y vais. Vas-y. C'est parti. Parfait. On n'aurait pas pu espérer mieux. Et encore, le spectacle n'est pas fini. Ça tire dans tous les coins. Rapprochez-vous de l'écran, j'ai entendu des balles siffler près de nous. On constate bien la différence entre ce test et celui du four. Il n'y a pas de porte en acier pour retenir les éclats. C'était un tir balèze. C'était sympa. J'ai un peu peur que les braises mettent le feu à mon tipi. J'attends encore quelques minutes et je fonce avec un extincteur. On devrait démonter un morceau de l'écran et se rapprocher avec. Je crois qu'on peut s'en passer. Bon, t'as raison, prenons-en un. Protège-moi bien du feu. Il y a pas mal de balles qui n'ont pas été tirées. Elles ont sauté du feu, mais n'ont pas explosé. C'est un élément important dans ce mythe. On jette des balles dans le feu, on se dit que c'est fini au bout d'un moment, et on se fait avoir sur le tard. Il y a des traces d'impact. D'après les premières conclusions de l'expertise médico-légale, jeter des balles dans un feu de camp peut tuer quelqu'un. Ça, c'est une balle de calibre 50. Elle vient sûrement d'une enveloppe comme celle-là. Vous voyez l'énergie produite? C'est une vraie bombe artisanale. En regardant de près, on repère des indices cruciaux. Encore une fois, c'est l'enveloppe, plus légère, qui est devenue le projectile, et non la balle elle-même. Regarde ça. C'est la marque la plus profonde qu'on a obtenue. Elle a la forme exacte de l'enveloppe, même sur le flanc. C'est la plus profonde sur 100 balles jetées au feu, mais je ne pense pas qu'elle percerait une peau humaine. Je pense qu'on risque d'être blessé, mais pas tué. Sur les panneaux qui couvrent la moitié de la zone autour du feu, j'ai 7 ou 8 impacts. Si on double ça pour l'autre moitié, ça fait 15 ou 16 sur 100 balles en tout. Dans la plupart des cas, j'ai constaté que c'était l'enveloppe qui avait laissé une empreinte, et pas les balles. Je ne pense pas qu'on puisse perdre la vie à cause des balles jetées dans un feu de camp. On risque quand même d'y laisser des plumes, bien sûr. Je ne suis pas là pour énoncer des évidences. Vous nous connaissez. On ne va pas s'arrêter là. Il y a plein d'objets idiots que les gens ont balancés dans des feux de camp. On va en tester autant que possible. Carrie, Tori et Grant ont montré que les taureaux n'étaient pas excités par le rouge. Il leur reste d'autres adages à tester. Tant qu'on a un troupeau de taureaux en colère sous la main, j'aimerais tester un autre dicton. C'est quoi? On dit souvent que Tori est comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Ah ouais? Je voudrais savoir ce qui se passe vraiment si on lâche un taureau dans un magasin de porcelaine. Est-ce qu'il va casser de la vaisselle? Ouais. En anglais, pour parler d'une personne maladroite, on ne dit pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais un taureau dans un magasin de porcelaine. Peu importe l'animal, il est temps que cette expression imagée soit testée scientifiquement. Pour commencer, Carrie et Tori vont faire quelques achats à bas prix. Mamie? Carrie arrive à acheter assez de vaisselle pour remplir un magasin avant que Tori ne les fasse mettre à la porte. Grâce à la touche avance rapide, Carrie fabrique des étagères en mousse inoffensives pour les taureaux. Je suis à peu près sûre que les taureaux ne se feront pas mal sur cette planche en mousse. Mais j'aimerais être certaine à 100% que c'est inoffensif. Le taureau, ça fait mal? Je vais bien. Le taureau ne court aucun risque. Une fois les étagères réparées, retour au ranch. Les Mythbusters ouvrent leur magasin dans un box à taureaux. Elle est sur le point de tomber. Taureau ou pas taureau.
C'est la pire. Les plats en porcelaine sont rangés de façon instable et les taureaux rongent leurs freins. Nos amis ont hâte de confirmer ce vieux proverbe. En attendant, les jeux de mots de Carrie font des ravages. Vous pigez? Fais-les, comme fou. Mais aussi comme cassé. C'est à double sens. Désolée si je fais des blagues trop subtiles. Ça s'annonce comme l'une des expériences les plus prévisibles de l'histoire de l'émission. Après un carnage de la part des taureaux, on aura sûrement une tonne de vaisselle cassée. Voilà le taureau. Il évite les étagères. Enfin... Toujours pas. Non, Il s'en tire beaucoup mieux que je l'aurais parié. absolument. Viens par ici. Il fait son choix. Il y a des trucs qui lui plaisent. La première bête a beaucoup déçu les Mythbusters. Ils s'attendaient à ce que ce taureau dans un magasin de porcelaine se comporte comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Il passe entre les rayons sans renverser un seul truc. Trop cool. Même en mettant la barre plus haut, 2 taureaux dans un magasin de porcelaine. le carnage attendu est très décevant. Regardez ça. Il faut attention à ne pas casser de plat. On a lâché de vrais taureaux dans notre faux magasin de porcelaine et on a été très étonnés de leur habileté. Ils ont agilement évité les étagères qu'on avait installées. Ils n'ont pas envie de casser de porcelaine. Vous avez vu? Même moi, je n'arriverais pas à sprinter autant dans un magasin de porcelaine. C'est ridicule. Parmi toutes les histoires testées dans cette émission, ce sont celles qui prennent les Mythbusters à contre-pied qui leur apportent le plus de plaisir. Ils s'attendaient à voir une hécatombe de plats. À la place, ils ont eu un balai bovin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On est obligé d'admettre que c'est un dicton idiot. Je le dirai plus jamais. Comme un taureau dans un magasin de porcelaine, c'est bidon. C'est bidon. Bidon. Il y a une saucière qui me tente. Je l'ai eu. Encore un mythe déclaré bidon. Adam et Jamie jouent avec le feu. En faisant rôtir des munitions, ils se sont aperçus que c'était un passe-temps dangereux, mais sans doute pas mortel. C'était sympa. Mais ils n'ont pas encore fini. D'après les journaux et les téléspectateurs, on peut mourir à cause d'explosions causées par des tonnelets de bière ou des bombes à aérosols. Peut exploser s'il est exposé à des températures supérieures à 49 degrés. Un petit coup pour la route. Tu peux y aller. Si jamais vous avez envie d'ignorer les consignes de sécurité sur la boîte, Voilà ce que je fais le week-end. ou que vous pensez qu'elles sont là seulement pour faire joli, On va filer du déodorant à notre robot et l'envoyer vers le feu. dans tous les cas, n'essayez surtout pas ça chez vous. C'est parti. Parfait. Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, sans prévenir, vous risquez de voir ceci. Où est l'autre? Devant. C'était génial. Voilà ce qui pousse les Mythbusters à se lever chaque matin. La vache. C'est vraiment top. Elle reste dans le champ. C'est trop sympa. Formidable. C'est magnifique. Formidable et dangereux. Vu les avertissements qui figurent sur l'étiquette, rien d'étonnant à cela. Mais revenons à notre mythe. Je ne pense pas que ça puisse nous tuer. Ça n'a pas explosé tout de suite. Au début, on se dit que tout va bien. Puis on revient près du feu et on se prend une explosion. On a les cheveux qui crament, on perd un sourcil. Je sais ce que ça fait. Il me manque un sourcil. C'est pas joli. Les bombes aérosols ne sont pas dangereuses instantanément, comme les balles. Mais après un petit moment, elles peuvent causer plus de dégâts, surtout si on porte des vêtements inflammables.
Les Mythbusters ne vont pas se contenter d'un objet qui puisse potentiellement tuer. Ils en veulent un qui puisse tuer à coup sûr. Les Mythbusters s'éclatent en balançant des objets dangereux dans un feu de camp. Adam a encore un tour dans son sac. On va passer à un vrai gros feu, au lieu de ce feu rikiki. J'ai du lourd pour Jamie. Les balles et les pots de peinture, ça te suffit pas? Non, des gens ont lancé autre chose dans un feu de camp. Comme quoi? Des barils de bière. Sur Internet, de nombreuses personnes affirment qu'un tonnelet cuit pourrait représenter un danger mortel. Les Mythbusters ont hâte de tirer ça au clair. La vache! Attends 2 minutes, personne n'arriverait à lancer un tonneau plein au feu. C'est impossible. Voilà comment je vois les choses. C'est la fin de la soirée, le tonneau a été bu aux 3/4, il reste un fond de bière tiède. Et tout le monde est bourré. À ce moment-là, quelqu'un balance le tonneau dans le feu. On va jeter le tonneau dans le feu. D'abord, il faut le vider aux 3/4. Ils ont franchi les limites cette fois-ci. Je suis contre. Jamie n'a pas gaspillé autant de bière depuis la prohibition. Bien sûr, à l'époque, Jamie n'aurait jamais gaspillé de bière. Il aurait tenu un bar clandestin. Le tonnelet est prêt à être jeté dans le feu. Adam et Jamie se soucient alors de la sécurité. C'est un feu très chaud. Ce n'est pas une expérience sans risque. Cela dit, on a 2 éléments pour nous protéger. Premièrement, une combinaison inifugée pour se protéger de la chaleur. Et deuxièmement, une combinaison de protection fournie par l'équipe de déminage. Bonjour, peuple terrien. Je viens en paix. Jamie va en enfiler une, je vais mettre l'autre. Avec chacun notre combinaison, on va jeter le tonneau au feu. L'explosion risque d'être énorme. Ce feu contient une énergie considérable qui va se transmettre au tonnelet de bière. On a intérêt à être prudent. C'est bon. Ça peut exploser maintenant ou dans 1 heure si ça se trouve. En tout cas, ce feu est intense. Oui, ça veut dire qu'il va porter l'inox à son point d'incandescence. Ça va produire une importante pression de vapeur à l'intérieur, à cause de la bière qui reste. Avec un peu de chance, ces 2 éléments vont se combiner pour faire exploser le tonneau dans, disons, 20-25 minutes. C'est une bonne estimation. 20 minutes plus tard... Protégez-vous bien. Si jamais il y a des projections. C'est le gros boom à la Mythbuster. Ça sent les céréales grillées. C'était une belle explosion. C'était énergique. Pas d'éclat en tout cas. Ah bon? J'en vois pas. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que Adam a vu juste. Le tonnelet s'est ouvert comme une banane métallique, mais il est toujours en un seul morceau. Si jamais on se prend un morceau comme ça, celui-ci a failli partir. Si on se prend un morceau de tonneau avec cette force-là, surtout cette section du milieu qui a failli se détacher, on morfle. Si on se le prend dans la tête ou dans la poitrine, on est mort. C'est violent. Quand on regarde le ralenti, on est encore plus convaincu. T'as vu ça? La vache! Sacré distributeur de bière. Impressionnant. S'il y a quelque chose devant ce tonneau, que ce soit un rondin, un rocher ou une pierre, ça devient un projectile mortel. On aurait dit un canon. Faisons le bilan des trucs jetés au feu. Les balles. Mauvaise idée. Des blessés légers, mais pas de mort. Les bombes aérosols? Mauvaise idée. Aussi des blessés légers, mais pas de mort. Un tonnelet de bière? C'est une mauvaise idée de gaspiller de la bière. C'est très dangereux, potentiellement mortel. Je dirais même une grande probabilité d'y passer. Et un gaspillage inutile de bière. Tu as le chocolat? Tu l'as pas? Oh non. Une longue liste de mauvaises idées, toutes plausibles. Adaptation Samuel Bréant avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Révillon, Luc Terrier, Pierre Alam, Anne Genatas, Vanessa Guillemot, Damien Cochereau.